Célia Barotte est avec nous et je la remercie vraiment grandement, Célia, parce que c'est avec vous qu'on va commencer. Pauline Trefzer, le profil de ceux qui étaient hier au tribunal. Et puis, vraiment, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le parquet fait le job. Ah oui, oui, oui. Mais les magistrats ne le font pas. Non, donc c'est ça qui est intéressant. Pourquoi le parquet fait-il le job et pourquoi les magistrats rechignent à prendre des décisions? Eh oui. On n'a pas eu la motivation de leur décision, mais c'est vrai que c'est pas suivi. C'est pour ça qu'il faut tout changer sans doute en France, et notamment je pense qu'il faut filmer aujourd'hui ces audiences. Il faut filmer. Il faut qu'on voit les gens qui prennent les décisions, pourquoi ils les prennent. Il faut que les Français, parce que tout ça est fait en cachette en fait. Elles sont publiques et j'invite tout le monde vraiment aussi à se jouer. Mais oui, mais personne ne voit. Mais il y a 30 personnes qui peuvent entrer. Il y a 30 personnes. Donc moi, je voudrais voir ces gens qui ne prennent pas, par exemple, j'ai cité 2 ou 3 cas, pourquoi il n'y a pas mandat de dépôt sur des gens qui attaquent les flics en France. C'est quand même invraisemblable. Jusqu'à quand on va attaquer des flics sans que des magistrats disent non, on ne sanctionne pas? Je trouve ça invraisemblable. Alors le président de la République, il dit on sera intraitable, mais même lui, manifestement, il n'est pas efficace. On voit bien que les coups de menton du président de la République sur sa fermeté, plus jamais ça, etc., n'ont servi à rien. Lorsque nous avons entendu la procureure de la République, Mme Becchio, sans doute de bonne foi. Oui, parce que le parquet a été fait le job. D'ailleurs, il y a eu des réquisitions qui, de mon point de vue, ne sont pas suffisantes d'ailleurs. Oui, mais maintenant, ce qu'on pourrait attendre, c'est que Mme Becchio fasse appel de toutes les décisions qui ont été rendues. Pour exiger des peines, pour demander... comment En attendant, ils sont dehors. Mais je veux dire, donc la machine judiciaire, aujourd'hui, elle est défaillante, elle tourne à vide, la politique pénale ne se décide plus place Vendôme, mais dans les congrès syndicaux de qui, vous voyez, je veux dire, qui décident que ces émeutiers sont des révoltés, que donc il ne faut pas les toucher. Vous dites, mais pourquoi vous posez la question. Non. Vous la connaissez, la réponse. Ce sont les mêmes du mur des cons, ce sont les mêmes qui assistent à la fête de l'UMA, qui dénoncent les violences policières. Ce sont ces juges-là. En tout cas, toutes les analyses sont possibles. Et même si des juges veulent faire tomber la République, tout est possible. Mais elle est tombée, la République. Tout est possible. La République a capitulé devant ces jeunes. Que tous ces magistrats qui ont pris ces décisions, on peut imaginer qu'ils aient des raisons politiques pour le faire. Et vous verrez à la Coupe du Monde. On peut imaginer qu'on entend parfois que l'État serait infiltré par des gens de la France insoumise pour la prochaine présidentielle. On peut tout imaginer. Je ne dis pas que je reprends ces analyses à mon compte. Je dis que tout est possible quand je vois ce qui s'est passé. Mais voyons le sujet de Pauline Trefzer sur le profil de ceux qui comparaissaient hier. Détention et jet de mortier, violence, vol ou outrage à agent, ce sont les motifs des premières comparutions immédiates qui ont eu lieu hier, ici, au tribunal correctionnel de Paris. Parmi les prévenus, Hichem S. Selon le ministère public, il fait partie de ces individus qui seraient venus spécialement de l'étranger pour commettre de façon préméditée ces troubles à l'ordre public. Hichem S. est un ancien mineur isolé, né en 2006 en Algérie. Il est venu spécialement de Barcelone pour voir le match. Mais samedi soir, c'est bien pour des vols à l'arraché répétés que les policiers l'ont interpellé. L'homme s'est débattu et a craché sur les forces de l'ordre. Il écope de 10 mois de prison avec sursis et une interdiction de territoire pendant 5 ans. Armerka est lui originaire de Bondy, en CDD dans une plateforme de tri logistique. Il est âgé de 20 ans et a parcouru la capitale ce samedi avec une douzaine de mortiers dans le coffre de sa voiture dans le but de les revendre. Ont également été retrouvés 2 couteaux et un taser. Armerka est condamné à 10 mois de prison avec sursis simple. Des peines bien en deçà des réquisitions du parquet. À l'issue de ses premières audiences, tous sont ressortis libres. Une deuxième journée de comparution immédiate doit se tenir aujourd'hui. Bon, Célia Barotte, vous étiez donc hier. Est-ce que. Et je me demande à Marine Lançon si on peut arrêter la régie. J'ai toute la régie dans mon oreille.
Merci beaucoup. Oui. Célia Barotte. Correctionnel pour les comparutions immédiates. 3 salles ont été réquisitionnées pour juger 13 personnes, 13 majeurs en comparution immédiate. Et donc, on a assisté à des profils assez différents, même si, bien sûr, il s'agit d'hommes, mais avec des profils et des intentions différentes. On a, par exemple, dans ma salle, c'était particulièrement des dossiers qui concernaient la détention, l'usage de mortiers d'artifice. Contre ces personnes, le parquet a eu quand même un discours assez sévère, rappelant les conséquences des tirs de mortier, mais aussi les dégradations. Et le parquet avait requis des peines, notamment d'amende, avec des montants très importants pour rembourser les dégâts de... Qui n'ont pas été suivis, c'est ce qu'avait dit Laure Bécaud le Exactement. matin. Il n'y a pas d'amende. Mais alors pourquoi ? De toute façon, elles sont pas recouvrées. Eh bien, alors, on assiste à des peines individualisées avec des primo-délinquants, parfois aussi avec très peu de revenus. Et c'est vrai qu'on a des peines avec sursis, des peines aménageables et aussi très peu d'amendes prononcées à l'encontre de ces prévenus qui étaient jugés. Donc, alors, quand ils sont comparus, ils sortaient de garde à vue. Oui, donc certains avaient encore leur maillot du parquet. Donc, ils venaient de passer du samedi jusqu'à lundi en garde à vue. Bon, aucun n'est en prison. Aucun. Non, ils sont ressortis libres hier. Quand on Mais alors, par exemple, le dénommé HMS, il est algérien. Ouais. Bon, il vient sur le sol de France. Le président dit, vous venez pour piller, brûler, etc. De Barcelone, ouais. Voilà, il vient pour... Bon, lui, il vient, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avec les accords de Schengen. Bon, donc on n'a pas... C'est pour ça que tout marche sur la tête. On n'a pas... Ce jeune homme, qu'est-ce qu'il vient faire ici, à Paris ? Le parquet a clairement dit que c'était le profil type des étrangers qui profitent de célébrations pour venir commettre des exactions en France. On a aussi un autre profil d'un jeune homme de 19 ans qui vient de Belgique. Et le parquet l'a rappelé. Pourquoi venir à Paris alors que le match ne se déroule même pas au Parc des Princes ni au Stade de France ? On a vraiment cette intention de profiter de ces exactions parce qu'il y a l'exemple de l'année dernière. Et le parquet souhaitait quand même répondre assez fermement, avec sévérité. Il l'a rappelé qu'il y avait toutes ces annonces des autorités, notamment du président de la République, qui avait annoncé une fermeté, qu'ils allaient être intraitables, mais ça n'a pas été suivi. On l'écoutera, ces deux sonores du président de la République à 1 an de distance qui sont les mêmes. Alors je voudrais qu'on voit le profil des émeutiers. Et grâce à nos amis de Frontières, hier, dans l'émission de Gauthier Lebret, on a pu écouter, alors c'est flouté, parce que ces jeunes gens sans doute ne sont pas majeurs. Donc vous allez voir ce qu'ils disent, comment ils le disent, et manifestement, ils sont dans une hostilité XXL sur la France, et que ce sont des gens qui veulent en découdre. Écoutez ces témoignages. Attendez, on n'a pas d'âme ici. Voilà. Qu'on gagne ou qu'on perd, c'est le feu. On perd, on gagne. Ça va exploser ici, les gars. Je vous le dis. Voilà, je vous le dis. Voilà. C'est quoi votre programme après, du coup ? Ah ouais, on va tout casser. Non, on va tout cramer. Non. Moi, je suis de Paris. Ouais, Free Palestine. Et là, c'est la guerre. C'est vraiment la guerre. Je fais quoi avec le masque ? Là, je vais faire la guerre, tout simplement, pour ma ville. C'est ça, c'est la guerre. Le camp, ça, c'est la guerre. Restez branchés, les keufs. Le camp va faire de la dinguerie. PSG qui gagne ou qui perd, le camp va rester branché. C'est la guerre. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine, les gars. Tahria Palestine, wallah. C'est quoi le problème ? C'est de rejoindre les champs, là ? Oui, c'est de rejoindre les Champs-Élysées, mais bon, il faut un barrage. J'ai un mortier sur moi, ça peut être danger. Ça peut être dangereux. Ils vont contrôler, tu penses ? Ils vont contrôler un par un. Ils vont essayer de décaler les mortiers, tout ça, essayer d'intercepter. On va attendre un peu et essayer de rentrer avec la masse. L'année dernière, on les a eus. Ils n'étaient pas prêts que le Paris allait gagner parce que personne s'y attendait. Mais là, ils sont très très bons, ils ont tout prévu. On va fêter toute la nuit et même si les CRS nous empêchent, on va quand même y aller. Là pour célébrer. L'ambiance est bonne là ? De fou, tu vois pas ? Comment c'est bon, de ouf là ? Ouais, vous avez un petit message à faire passer à la caméra. Moi, Free Palestine. Free Palestine. Arsenal. Free Palestine. Free Congo. En vrai, t'as eu moi. T'as eu mes parents, ils m'attendent à la maison, mais je suis venu là, je vais faire le feu. La police qui vienne. Bon, vous entendez ça. Et puis, moi, j'ai lu toute la presse ce matin, notamment nos amis du Parisien. Le mot immigration n'est même pas. Il y a un titre ce matin inadmissible. C'est toujours pareil, inadmissible, inqualifiable. Tout ça, c'est des antiphrases. Bon, mais personne fait le lien entre ce qui s'est passé samedi, personne, sauf quelques hommes politiques. Bruno Retailleau le fait, nous le faisons journalistiquement ici, parce que ce lien, il est évident. Mais je voulais vous faire écouter l'échange entre François-Xavier Bellamy et Jean-Michel Apathy, parce que c'est vraiment très intéressant d'entendre cela.
Vous avez d'un côté M. Apathy qui ne veut pas admettre qu'il puisse exister un lien, pour plein de raisons d'ailleurs. Parce que tu es dans le camp du bien, parce que tu es porte-parole d'une idéologie, parce que le réel n'existe pas, etc. Et puis vous avez un homme politique qui a le courage de dire bah oui, il y a un lien. Écoutez, cet échange, c'était sur LCI. Et donc vous êtes en train de dire que ce que nous avons vu hier est lié à l'immigration. Mais comment ne pas le voir, Jean-Michel Apathy ? Quel sentiment vous allez faire développer dans la société à partir de ce genre de C'est extraordinaire ce débat. Et où ceux qui vous écoutent peuvent s'arrêter. Donc vous en fait, réfléchissez à ça ? Pour recevoir vos leçons de morale, M. Apathy, et pour s'y conformer, il faudrait nier le réel. Il faudrait ne pas voir l'évidence. Il faudrait refuser de comprendre ce que pourtant ces gens-là nous disent, parce qu'ils le disent, parce qu'ils viennent sur les Champs-Élysées en criant « Nique la France », parce que c'est ça la vérité. Je ne sais parce pas que quelle ces réponse jeunes-là, politique que vous apportez alors. Mais la réponse politique, c'est que la France se fasse respecter, c'est tout. C'est tout, juste ça. Et c'est manifestement quelque chose qui vous insupporte et qui est moralement douteux. Mais c'est le point de départ. Et je ne crois pas une seconde que si je suis, moi, citoyen français au Maroc et que je me comporte comme ça, je ne crois pas une seconde que le Maroc acceptera que je reste sur son sol. Si je vais en Algérie et que je fais ça, je ne crois pas une seconde que l'Algérie me dira « Oh là là ». Vous croyez que c'est un argument, ça ? Mais bien sûr, mais c'est la vérité, Jean-Michel Apathy. Moi, si je vais dans un pays étranger, je respecte ce pays. Et si je suis dans un pays où j'ai grandi et dont j'ai la nationalité... Et dont j'ai la nationalité, eh bien sûr, dont j'ai la nationalité, mais des Français je respecte qui, ce pays. Selon vous, je respecte ne le sont ce pas pays. Tout à fait. C'est ça le problème. Mais parce que vous me dites que moi je ne veux pas regarder la réalité, mais vous ne semblez pas entendre ce que vous dites. Mais vous qualifiez les Français de demi-français, imparfaitement français. Il y a quelque chose dans votre raisonnement que je ne veux même pas nommer, mais qui est problématique. Allez-y, nommez-le. Non, oh, vous avez compris de quoi je parle. Non mais allez-y, allez au bout. Non, je ne vais pas le nommer, je n'ai pas votre courage. La vérité, c'est que... Je n'ai pas votre franchise. Moi, je suis franc et courageux. J'espère l'être en tous les cas parce que je pense que le pays en aura besoin. Et je pense qu'aujourd'hui, en effet, nous vivons une faillite. Le pays une faillite, je peux vous raconter une anecdote à propos Une faillite, pardon, est-ce que je peux terminer ma phrase ? Des voitures brûlées le 31 décembre. Nous vivons une faillite de l'assimilation. Alors, il y a une nouvelle catégorie de Français qui n'a jamais existé dans l'histoire, c'est les Français qui n'aiment pas la France. Ah oui. Ça, je crois que c'est nouveau dans l'histoire, c'est jamais arrivé. Alors, comment on les appelle ? On les appelle francophobes ? Comment on dit ? C'est des Français francophobes ? C'est des gens qui n'aiment pas la France. Ils n'aiment pas son histoire, ils n'aiment pas sa culture, ils n'aiment rien de ce qui est la France. Donc, comment on fait avec ces jeunes gens ? Voilà une bonne question. Et vous avez M. Apathy qui donne des leçons et qui dit « Vous vous rendez compte ce que vous voulez faire dans la société ou le message que vous allez envoyer ?» Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai ? Le travail qu'il devrait faire Jean-Michel Apathy, comme tous les journalistes de France, c'est témoigner de la réalité. Est-ce que c'est vrai, ce qui est dit, ou est-ce que ce n'est pas vrai ? Si c'est pas vrai, à ce moment-là, il faut le contester. Mais si c'est vrai, il ne faut pas dire, vous vous en rendez compte, le message que vous envoyez dans la société ? Le sentiment que vous allez créer chez les gens qui vous écoutent. Oui. C'est une confession du métier de journaliste qui est en effet différent. Donc lui n'est pas journaliste. Dans cette déclaration, en tout cas. Cette déclaration, puisqu'il ne veut pas voir le réel. Il explique qu'il intègre à l'information qu'il livre la manière dont elle pourrait être accueillie par des gens qu'il considère comme des semi-adultes. Lui aussi, il fait des tris, apparemment. Oui. C'est que lui sait comment il doit présenter les choses à des gens qui pourraient le recevoir et qui sont un peu moins intelligents. Charlotte Dornelas. Et qui pourraient mal le recevoir. C'est une conception du journalisme. Il y en a de nombreuses. C'est ce qu'il explique. Par ailleurs, il s'adresse à François-Xavier Bellamy, qui lui n'est pas journaliste, en l'occurrence, et qui dit la réalité pour pouvoir la traiter. Et d'ailleurs, sa réponse est intéressante. Il dit, moi, la seule réponse que je vais apporter, c'est de faire respecter la France en France. Et Jean-Michel Apathy dit, mais vous vous rendez compte, vous faites un tri. Mais François-Xavier Bellamy, depuis le début, lui dit, c'est les personnes que l'on voit sur ces vidéos le revendiquent. Et bien sûr. Elles ont une désaffiliation à la France, qui est leur pays administrativement. Donc François-Xavier Bellamy n'est pas en train d'expliquer ça. Il dit oui, ils ont la nationalité française, mais il n'y a absolument aucun attachement du cœur. Or, vous dites c'est nouveau dans l'histoire, oui, parce que la vague migratoire elle-même, et cette ampleur-là, et surtout l'origine culturelle si différente, est nouvelle aussi. Donc, on n'a pas voulu prendre la mesure de l'arrachement qu'était une naturalisation aussi, aussi légère. Oui, mais comment vous expliquez que les pères, eux, ne faisaient pas cela ? Ceux de la première génération. Et vous savez pourquoi ? Mais justement, avec des discours comme M. Apathy. Ah oui. En fait, c'est des discours comme M. Apathy qui ont fait la France d'aujourd'hui.
qui ont fait cette France-là et ce rejet de la France. Il n'y avait pas de raison au départ que ceux qui sont arrivés ici pour travailler, ils se comportaient bien. Pourquoi leurs enfants font ça? Monsieur Apathy n'a de cesse que de parler de ce qu'a fait la France en Algérie, le général Bugeaud et tout ça. Vous l'avez entendu 50 000 fois. Pas que lui. Tous ces gens sont dans la détestation de la France. Leur but, c'est assez étrange d'ailleurs. Ils n'aiment pas la France, fondamentalement. En tout cas, ils n'aiment pas la même que vous et moi. Alors bien sûr, ils prennent des lunettes de 2026 pour juger la France de 1830. Et tout est comme ça. C'est ça. Donc ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Qu'il y ait eu des massacres, bien évidemment. Que la France ait fait des erreurs, c'est évident. Que ce soit parfois des deux côtés, comme ce qui s'est passé au moment de la guerre d'Algérie, c'est aussi évident. Mais ils n'ont qu'un prisme. D'ailleurs, souvenez-vous, quand Apathy avait dit « les Français ont commis plusieurs Oradour-sur-Glane ». Vous voyez, mais Apathy, il a voulu... Comment dire, c'est quelqu'un qui veut raser le château de Versailles. Vous vous rendez compte? Donc c'est tout ce qui symbolise... Mais il a le droit d'ailleurs. Moi, ça ne me dérange pas. Simplement, c'est son prisme. C'est-à-dire tout ce qui a existé avant 1789, manifestement pour lui, et puis même après, c'est-à-dire que cette histoire-là, il ne la veut pas. Je vous entends, j'allais dire marmonner, Vincent Herbouët. Non, scomoriser, Apathy, c'est formidable le programme de ce matin. Non, vraiment, ça plaît. Non, vous nous aviez manqué, c'est pour ça. Alors, vous avez manqué. Oui, beaucoup manqué aussi. Mais c'est intéressant. Apathy, c'est pas un Apathy en soi. Il est représentant. Non, on s'en fout pas. Non, il est représentant. Antipathie. Comment? Non, allez-y. Il est représentant. Pourquoi j'en parle? Rien contre lui. Il est représentant d'un courant qui est très intéressant en France et qui te permet d'être à l'abri dans les médias et d'avoir ton rond de serviette partout. Il n'y a pas que les gens de la deuxième génération qui peuvent ne pas aimer leur pays et les gens qui le représentent et les élites qui le dirigent. Non, c'est vrai. Mais peut-être que la France n'était pas très aimable avec cette immigration. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du retour du refoulé, parce que finalement, après les années 60, après le drame qu'a été l'Algérie, et l'indépendance et la guerre, on n'a pas tellement voulu savoir qu'est-ce qui s'était réellement passé, comment ces gens s'acclimataient. Et vous avez aujourd'hui effectivement des Français qui n'aiment pas la France parce qu'ils sont Français de papier, ils sont Français par la naissance, ils sont Français même parfois par leurs parents, c'est la troisième génération, et ils sont habités de cet esprit revanchard, de ce ressentiment néocolonial que rien ne laisse... ils se sentent des droits à tirer sur la France au nom des injustices qu'ils auraient par leur famille vécues. Et moi, si je ressortais l'histoire de ma famille, sans remonter aux guerres de Vendée et à la petite Cécilie Hervouët qui a été crucifiée à la porte d'une grange, j'aurais des tas de choses à dire sur la République. Je pourrais parler de la guerre à Verdun qu'ont fait mes grands-parents, mes deux grands-pères ont fait la guerre de 14. On pourrait tous sortir toutes sortes de griefs contre la façon dont l'État s'est conduit avec nos parents, nos grands-parents. On préfère évidemment, tout ça ayant été digéré, il n'y a pas de problème. Tout ça a été digéré. Ça n'a pas digéré. C'est le retour du refoulé. Il y a quelque chose. C'est pas que ça, c'est que vous restez enraciné en France. On peut se battre tant qu'on veut, la République, les catholiques, la Révolution française. À la fin, votre enracinement, il est ici. Nous n'avons pas pris au sérieux la violence du déracinement. Exactement. Vous n'avez pas pris au sérieux. On n'a pas pris au sérieux ce qu'était l'islam. On n'a pas pris au sérieux ce qu'était le déracinement et le ressentiment. Il y avait juste à écouter Hassan II. Pardon ? Il y avait juste à écouter Hassan II lorsqu'il parlait à Anne Sinclair. Oui. Il y avait juste à l'écouter. Oui. Mais bon, parce que les gens... L'aide des flics, la prise de territoire, dans ce genre d'occasion, ils se fichent éperdument du match de foot presque autant que moi-même. Ils s'en fichent du PSG. Bien sûr, nous le savons. Bon, écoutez... Lorsque vous écoutez Jean-Michel Apathy, c'est non pas qu'on ne l'a pas pris au sérieux, c'est qu'encore aujourd'hui, ils ne veulent toujours pas le prendre au sérieux. C'est ça la réalité. On refuse de comprendre. On refuse de savoir. Je le répète, il représente un courant. Et c'est à ce titre que c'est intéressant de l'écouter. Bon. Et malgré tout, quand vous regardez, il y a des réussites exceptionnelles. Mais oui, non, mais c'est ça. C'est donc pourquoi moi. Non, mais là où je veux en venir,
Non, mais vous pouvez basculer. Mais oui, parce parce que vous parlez, je sais pourquoi vous parlez. Pas pouvoir. Mais non, mais je sais pourquoi vous parlez et c'est ce type parce de que parole. Je crois au libre arbitre et je crois que deux jeunes dans la même situation, il y a celui qui choisit le trafic de drogue et celui qui choisit l'école et le travail. Et on en connaît tous. Nous avons une responsabilité. C'est pas uniquement une question de culture. Nous avons une responsabilité dans la perte de l'autorité. Voilà, c'est ça que je veux dire. Oui, mais l'autorité ne fonctionne pas s'il n'y a pas d'amour. Hein. Oui. Ça n'existe pas. Il fallait surtout fermer les frontières, cher Georges Fenech, depuis 40 ans. Et ceux qui l'ont dit n'étaient pas écoutés. Pardonnez-moi de le dire. Vous représentez un courant qui s'est bouché les oreilles. Et vous venez aujourd'hui nous dire le contraire sur les plateaux. C'est ça que je veux vous dire. Les sociétés multiculturelles sont multiconflictuelles. Il fallait assimiler et intégrer. À l'anglo-saxonne, communautariste et multiculturelle. Mais sauf que vous n'avez pas... fabriquée parce que précisément on a laissé faire. Mais c'est très intéressant parce que c'est une génération, le vrai problème, quand je dis l'enracinement n'a pas été pris au sérieux, c'est une génération qui a remplacé la reconnaissance des mœurs, des us, des coutumes par des valeurs abstraites auxquelles tout le monde s'attacherait. Nous ne fonctionnons pas comme ça. Nous avons besoin d'attachement charnel. Et là, tous ces gamins-là, quel est leur problème ? C'est qu'ils ne sont ni d'où ils viennent, ni d'où viennent leurs grands-parents, ni où ils sont. Parce qu'en effet, entre les deux, il y a un discours de ressentiment, mais c'est surtout qu'il y a un conflit de loyauté qui ne trouve pas sa place. Ils ne se sentent chez eux nulle part. Et c'est d'une violence. Édouard Philippe, qui sera le candidat du système, n'a toujours pas dit un mot sur ce qui s'est passé samedi soir. Ce monsieur veut être président de la République, il n'a toujours pas dit un mot. Et s'il arrive au pouvoir, il ne se passera rien. Soyez-en certains. Et c'est pour ça qu'il est le candidat du système. C'est pour ne rien faire. Et il incarne un courant majeur en France de gens qui ne font rien. Une sorte de nullité tranquille. C'est un courant politique, la nullité tranquille. Donc, c'est un courant comme un autre. On ne fait rien. C'est la base. Demandé à revoir les accords de 68, il y avait quand même une prise de... Mais il ne se passera rien. Il dit que la France devait accueillir davantage d'immigration économique. Et Madame Borizet, et on peut tous débattre, il ne se passera rien. Vous pouvez en être certain. Et qu'est-ce qui appuie d'une certaine manière ? Pourquoi il ne prend pas la parole ? Pourquoi il n'a pas dit un mot ? À votre avis ? C'est quand même quelqu'un qui veut être président de la République, il pourrait donner son avis quand même. Il sait le donner sur certaines choses. Mais sur ce sujet-là... Il n'est pas le seul. Hein. Ah ben ça, je le déplore. Mais c'est un courant politique en France, voilà, il ne se passe rien. Et c'est parfois pour ça, et ça marche d'ailleurs. Ça marche parfois. Même dans la presse. La presse, c'est encore autre chose.